Ils sont de plus en plus nombreux à prendre chaque année la route de l'exil, à quitter leur terre natale en quête d'un Eldorado ou tout simplement d'un avenir meilleur. Ces hommes ou femmes émigrés laissent derrière eux des familles, des enfants, des amis. Une journaliste française a donc décidé de leur donner la parole, de raconter la migration à travers leurs regards. Elle s'appelle Célia Coordifed et elle vient de publier un livre intitulé Ceux qui restent aux éditions du Rocher. Bienvenue sur le plateau du 64. Merci. Alors votre livre, il retrace des trajectoires à la fois individuelles et familiales. Toutes ces personnes que vous avez interrogées, d'abord, pourquoi est-ce qu'elles restent ? Alors, il y a celles qui restent, que les chercheurs appellent les left behind, les laissés pour compte en français. C'est des personnes qui finalement subissent le départ de leurs proches parce que finalement, elles n'ont pas eu le choix de rester ou de partir faute de moyens suffisants pour pouvoir partir tous ensemble. Et puis, il y a aussi ceux qui restent par conviction, par amour pour leur pays, par croyance que quelque chose peut changer, qui peuvent en être aussi la clé. Et puis, finalement, il y a aussi ceux qui restent, mais qui vont pas tarder à partir, qui attendent la bonne opportunité, l'occasion, le bon moment. Alors c'est une démarche assez originale de raconter la migration du point de vue de ces personnes qui restent. D'habitude, on a plutôt l'habitude d'entendre des témoignages de ceux qui, par exemple, ont survécu aux traversées. Comment vous est née l'idée de cet ouvrage ? Alors, tout a commencé au Sénégal en 2017 où je rencontre Tom, qui est un vendeur sur le marché artisanal de Soumbédioune à Dakar. Et très vite, il me raconte que lui, il a tenté la traversée par les pirogues en 2008, qu'il est revenu. Et puis, il me présente sa sœur, Adji, qui, elle, me raconte un peu toute la période quand lui, il est parti et la période entre-temps du voyage où elle ne savait pas qu'il était parti. Et très rapidement, autour d'elle et de lui, un débat se crée sur le marché en disant non, ceux qui partent, c'est des héros. Et d'un autre côté, non, ceux qui partent, c'est des suicidaires. Pourquoi ils partent ? Si tout le monde part, on n'a pas d'avenir ici au Sénégal. Et en fait, c'est comme ça, je me suis aperçue que déjà, il y avait un débat réel entre les personnes restées. Certaines pensent que c'est très bien de partir, d'autres pensent au contraire qu'il faut retenir la jeunesse dans le pays. Et d'autre part, qu'il y a une réelle souffrance pour ceux qui restent parce que Adji, elle a dû prendre en charge toute sa famille. Elle n'était pas au courant que son frère Tom allait partir. Donc c'est toute une période de souffrance qui s'ouvre pour les familles. Et ces débats, ils ont lieu, par exemple, dans le cas du Sénégal, également au sein des familles ? Oui, ces débats, ils ont lieu au sein des familles. Parfois, la personne arrive. C'est le cas d'une personne que j'ai rencontrée qui s'appelle Aïdaba, dans le sud-est du Sénégal, dans la région de Tambacounda. Elle, son mari, lui a dit du jour pour le lendemain qu'il allait partir pour chercher des fonds, des financements ailleurs. Elle n'a pas eu le choix de dire à son mari oui ou non, mais en réalité, elle, après coup, elle était plutôt contre le départ de son conjoint, mais elle n'a rien pu faire pour le retenir. Et il y a des similitudes, même si vous enquêtez sur 5 pays, l'Afghanistan, le Liban, le Sénégal, le Guatemala et la Tunisie. Finalement, c'est toujours un petit peu le même profil qui s'en va. C'est un peu les hommes forts de la famille, d'une fratrie ou d'une famille. Est-ce que les femmes, justement, se retrouvent particulièrement laissées pour compte du fait de ces départs qui sont quand même essentiellement masculins ? Oui, énormément. Au Sénégal, les femmes, comme vous l'avez dit, elles n'ont pas le choix de rester ou partir. Plus souvent, elles sont dans la position de celles qui restent, de celles qui attendent aussi, parce qu'il n'y a pas toujours des nouvelles de la personne qui est partie, de celles qui subissent le quotidien dur comme il était au départ et dur comme il peut l'être si la personne a disparu ou est décédée sur le chemin. Et elles sont énormément laissées pour compte. Et en plus, il y a des doubles peines qui se rajoutent parce que dans le cas de la personne que j'ai citée tout à l'heure, Aïdaba, par exemple, elle est critiquée au sein même de son village parce qu'elle travaille 2 fois plus, parce que son mari est parti, qu'il a disparu et que pour subvenir aux besoins de son foyer, elle doit travailler 2 fois plus. On lui dit qu'elle fait un travail d'homme, qu'une femme sénégalaise n'a pas à faire ça, etc. Donc c'est vraiment la double peine. Et cette question justement des disparitions, effectivement, elle revient dans votre ouvrage pour tous ceux effectivement qui partent soit du Sénégal en pirogue, donc par l'Atlantique pour rejoindre par exemple les îles Canaries ou ceux qui traversent aussi la Méditerranée au départ de la Tunisie. Ces disparus dont on n'a pas de nouvelles, dont les familles n'ont pas de nouvelles, qui sont peut-être des morts sans sépulture. Dans quel état d'esprit sont justement les familles par rapport à ça ? Est-ce qu'elles ont un soutien, un accompagnement psychologique ?
Non, généralement, il n'y a pas de soutien. Par exemple, au Sénégal, l'État reste assez mutique sur ces questions et très loin aussi. Et en Tunisie également, ces familles-là, elles n'ont aucun soutien, si ce n'est d'associations qui se mettent en place. Par exemple, dans la ville de Tiaroy-sur-Mer, donc à quelques dizaines de kilomètres de Dakar, il y a des familles qui se sont constituées en association qui s'appellent les familles de migrants disparus de Tiaroy-sur-Mer. Et eux s'organisent pour donner un soutien psychologique aux familles qui sont touchées justement par l'exil d'un proche et que ce proche a disparu ou est décédé. Mais c'est un soutien familial dans le village, c'est pas un soutien étatique très Il n'y a pas disposé. d'accompagnement psychologique, on va dire professionnel ou médical. Alors il y a quelque chose moi qui m'a frappé dans ce livre, c'est ce père de famille sénégalais qui a perdu justement 2 de ses fils qui partaient en pirogue. Et il dit que finalement, alors s'il devait refaire les choses, il ne les referait peut-être pas comme ça, mais qu'en même temps, il ne regrette pas d'avoir poussé ses fils à tenter leur chance. Ça veut dire qu'il y a aussi une pression quelque part des familles parfois qui encouragent les jeunes à quitter la terre natale. Il y a parfois une pression sociale, mais elle est due le plus souvent à un désespoir immense. Ce père de famille que je rencontre, qui s'appelle Daouda Diop, lui, il raconte que ses fils étaient partis pour travailler. C'était des pêcheurs. Pourquoi ils étaient partis pour travailler? Parce que ils ne trouvaient plus de poissons, en tout cas en réserve suffisante, pour pouvoir gagner leur vie correctement. Pourquoi? Tout ça est lié aussi à des accords de pêche que le Sénégal a passés avec l'Union européenne, avec la Chine, avec la Russie, qui font que les chalutiers occidentaux viennent se servir dans les eaux sénégalaises, qui par ailleurs sont réputées pour être les plus poissonneuses au monde. Et les pirogues sénégalaises, avec leur méthode de pêche artisanale, font très peu le poids face à ces géants des mers très sophistiqués. Et donc ce père de famille était assez démuni de voir que lui, il a vécu toute sa vie de la pêche et que ses fils aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'ils font face à des chalutiers géants qui viennent pêcher les mêmes poissons qu'eux dans leurs eaux et en quantité bien plus importante. Et on peut réutiliser cette expression de double peine pour ce monsieur parce que ses fils ont donc disparu et il explique qu'il va devoir travailler de fait jusqu'à son dernier souffle, alors que dans les sociétés africaines, généralement, ce sont les enfants qui s'occupent, qui sont là pour veiller sur les anciens, sur les aînés. Ça veut dire que quand quelqu'un disparaît du fait de ces migrations, c'est toute la structure familiale derrière qui s'effondre du fait de ces disparitions sur le continent africain? Oui, tout à fait. Les 4 familles que j'ai rencontrées, en tout cas au Sénégal, c'est le cas. C'est-à-dire que c'est la personne sur laquelle on compte le plus dans la famille qui s'en va. C'est généralement l'homme, c'est l'homme fort de la famille, c'est celui qui gagnait déjà un peu d'argent au Sénégal et qui s'en va. Donc quand il s'en va et qu'en plus il revient pas, qu'il est porté disparu ou qu'il est décédé, évidemment tout s'effondre et c'est double peine pour les familles dans tous les cas. Alors je le disais, vous êtes allé dans 5 pays, vous êtes allé notamment en Afghanistan. Vous dites que ça a été un des moments les plus intenses, éprouvants peut-être de votre périple et de votre quête de témoignages. Pourquoi est-ce que ça a été si compliqué, l'Afghanistan ? Alors d'abord parce qu'on est arrivé 2 jours avant l'officialisation de la charia, donc le 13 novembre 2022. Donc on était avec mon fixeur vraiment dans le pays quand ils ont encore plus refermé, resserré les lois à l'égard des femmes, à l'égard des jeunes filles, etc. Donc c'était quand même assez difficile. C'est très difficile d'aller à la rencontre de personnes, d'interviewer, parce que tout est contrôlé, parce qu'on passe des checkpoints avec des talibans qui pointent leur kalachnikov sur vous tous les 500 mètres. Donc c'est très pesant comme atmosphère. Et puis il y a aussi, il faut pas mettre en danger les gens qu'on va interviewer. Donc c'est toute la journée déjouer, c'est toute la journée appeler, mais en fait effacer les numéros. Enfin c'est beaucoup de choses. Et après moi j'ai pas vécu, je pense 2% de ce que peuvent vivre les femmes afghanes qui ne peuvent plus sortir de chez elles sans être accompagnées par un homme de leur famille ou par leur conjoint, qui ne peuvent plus travailler, même pour les femmes qui travailler dans des ONG, qui ne peuvent plus aller à l'école pour les jeunes filles, ni à l'université. Enfin, la pression, la société s'est vachement refermée et c'est un pays ultra sécuritaire, plus qu'autoritaire même. Et justement,
tout Afghan ou Afghane qui serait vu en train de parler avec un journaliste occidental depuis le retour des talibans s'expose quand même à de la torture, à un emprisonnement, etc. Comment est-ce que vous avez convaincu ceux qui restent, entre guillemets, ceux qui n'ont pas fui l'Afghanistan, de vous parler? Alors en Afghanistan, j'ai rencontré beaucoup de personnes qui restent et qui se disent que finalement, de toute façon, elles ne peuvent pas partir parce que toutes les portes de sortie de l'Afghanistan sont fermées. Donc autant résister, autant s'organiser en société souterraine et faire que les petites filles finalement puissent aller dans les écoles clandestines pour continuer à s'éduquer. Donc finalement, j'ai rencontré pas mal de personnes qui voulaient aussi s'exprimer pour pas qu'on les oublie, parce qu'elles considèrent aussi l'arrivée au pouvoir des talibans et l'abandon de toutes les ambassades, etc. Elles considèrent ça comme un réel abandon de la communauté internationale. Donc eux, ils veulent parler, ils veulent montrer que dans leur pays, c'est l'enfer qui s'est installé et que voilà, ils veulent vraiment montrer tout ce qu'ils vivent au quotidien, même dire qu'ils se sont fait arrêter, tabasser, fouetter. Ça, ils veulent le dire, ils veulent montrer que les talibans n'ont pas changé depuis leur premier régime entre 1996 et 2001, que rien n'a changé. Ils sont les mêmes personnes. Et finalement, c'est peut-être aussi ces témoignages une forme de résistance pacifique, hein, si je puis dire. À quoi ressemble précisément justement le quotidien? Vous l'évoquiez un petit peu, mais par exemple, vous citez dans votre livre cette mère de famille qui a poussé ses enfants, ses filles, notamment une qui était journaliste également, à quitter le pays. Alors, il y en a une qui est partie à Paris, une autre qui est partie à Téhéran. On imagine que des parents qui poussent leurs enfants à fuir l'Afghanistan n'ont aucune certitude de les revoir un jour, en tout cas tant que les talibans seront au pouvoir. Dans quel état d'esprit sont ces mères de famille, par exemple? Elles n'ont absolument aucune certitude de revoir leurs enfants, et c'est pour ça que dans le livre, je dis que cette dame a perdu 4 de ses enfants sur 6, donc 3 qui sont partis en exil, un qui a été arrêté par les talibans et emprisonné. Et cette mère de famille, elle était plutôt dans un état d'esprit de se dire j'ai mis mes enfants en sécurité. En tout cas, ceux que je pouvais mettre en sécurité, mes filles, parce que c'est elles qui craignent le plus sous le régime taliban. Une de ces filles a quand même failli être mariée de force à un taliban. L'autre aussi, d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle partait, et parce qu'elle était journaliste, et donc elle était menacée physiquement par les talibans. Donc elle était plutôt très triste, évidemment, énormément de souffrance, mais en même temps soulagée que ces filles puissent être loin de ce régime taliban qui est l'enfer, prison à ciel ouvert. Et notamment parce que cette femme, elle a été véritablement traquée. Les talibans, elle a dû déménager plusieurs fois, en tout cas, pour fuir effectivement. Les talibans. En Afghanistan, il y a aussi cette question des passeports. Tout le monde n'avait pas de passeport et donc la possibilité de fuir. Lorsque les talibans sont revenus au pouvoir, ils ont distribué quelques passeports au compte-gouttes, mais ça a été effectivement extrêmement compliqué pour la majorité des Afghans ou des Afghanes de s'en procurer. Est-ce que vous avez rencontré des personnes qui, délibérément, ont fait le choix délibéré de rester vivre sous ce régime taliban? Oui, bien sûr. À un moment, j'évoque une dame qui s'appelle Leila Haïdari, qui, elle, aurait pu partir. Elle avait, pour le coup, 3 passeports différents, français, allemand, canadien. Et elle a décidé de rester parce qu'elle s'est dit, tout le monde n'a pas la possibilité de partir. Et qu'est-ce qu'on va faire de ceux qui restent, justement? Et c'est une femme très forte qui, déjà, à la base, avait mis en place des structures pour lutter contre la toxicomanie en Afghanistan. Et toute son entreprise a été confisquée à l'arrivée au pouvoir des talibans. Et là, elle s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour ceux qui restent? Et donc, elle a monté une école clandestine pour que les petites filles qui sont privées d'éducation puissent tout de même suivre des cours. Et aussi, elle a des ateliers clandestins de bijouterie, de couture, etc., qui permettent aux femmes de travailler et d'avoir un revenu fixe. Et donc, elle a vraiment choisi de rester pour aider ceux qui n'ont pas eu le choix de partir. Alors, on n'aura pas le temps de parler malheureusement de tous les pays dans lesquels vous êtes rendus. Je voudrais quand même dire un mot de la Tunisie. Vous mentionnez toutes les personnes LGBTQ+, qui partent en raison justement de leur orientation sexuelle, parce que la société tout simplement ne leur fait pas de place. Pour ces personnes, il n'y a pas de retour possible au pays?
Et il y a un retour possible quand elles décident d'émigrer par une autre façon que l'exil. Par exemple, certaines partent pour des raisons économiques et c'est un couvert en réalité. Et ces personnes-là peuvent revenir, mais elles sont toujours plus ou moins cachées quand elles retournent dans la société tunisienne. Et puis il y a celles qui évidemment demandent l'asile et pour elles, au moins pendant 5 ans, si l'asile est accepté dans un pays qu'elles souhaitent, notamment un pays européen, pendant au moins 5 ans, elles pourront pas retourner dans leur pays. Et comment ça se passe pour ceux qui restent? Parce qu'on imagine que ces personnes LGBTQ+, en 30 secondes, parce qu'il nous reste très peu de temps, elles ne sont pas forcément en mesure de parler de leur orientation sexuelle, même au sein de leur propre famille. Alors justement, il y a quelques associations qui ont vu le jour après la révolution de 2011 qui permettent à ces personnes de se regrouper, d'avoir des espaces de parole libres, mais c'est encore très compliqué. Merci beaucoup, Célia Courdifet. Ça sera le mot de la fin. Vous êtes journaliste et auteur de Ce qui reste, un livre à retrouver donc aux éditions du Rocher. Merci d'avoir été sur le plateau du 64.